Est-ce que tu as peur quand tu sautes? Pourquoi ne fais-tu pas les compétitions Red Bull? Quels sont tes meilleurs conseils pour commencer le cliff jumping? Combien gagnes-tu par mois? Comment gères-tu la peur quand tu sautes? Es-tu en couple? Dans cette vidéo, pour la première fois, je réponds à toutes vos questions sans aucun filtre. Oui, j'ai bien dit toutes vos questions, même les plus intimes. Dans cette vidéo, on va parler sans tabou de tous les sujets que vous avez voulu aborder avec moi. Alors installe-toi confortablement, je te promets qu'il y aura des infos bien inédites avant la fin de cette vidéo et surtout des réponses à des questions auxquelles je n'ai encore jamais répondu sur internet. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laura, je suis une cliff jumpeuse, anciennement championne du monde de plongeon. Sur cette chaîne, je partage ma passion et mon quotidien d'athlète freestyle qui vit dans son bail. Aujourd'hui, c'est une vidéo avec vous. Alors pour que ça parte pas trop dans tous les sens, j'ai organisé vos questions par thème et sans plus attendre, on va commencer par le premier thème. YouTube. Au moment où tu as réalisé ta première vidéo YouTube, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Je pense que tout le sujet, c'est qu'est-ce qui a fait que j'ai attendu si longtemps pour faire ma première vidéo. YouTube, c'est vraiment ce que je veux faire depuis que j'ai arrêté le plongeon, voire même avant. Ça m'a pris beaucoup de temps, notamment parce que je me sentais pas capable, j'avais peur, je me sentais pas légitime. Toutes ces petites croyances limitantes qui ne servent à rien sauf à vous faire perdre du temps ou à vous faire perdre confiance en vous dans la vie. Il y avait toujours quelque chose de mieux ou de plus important et qui prenait plus de temps à faire. Jusqu'à ce que je comprenne cette année que si je m'y consacrais pas à 100% du temps, cette chaîne YouTube, elle verrait jamais le jour. 2024, je me suis dit, je vais certes pas faire les Jeux Olympiques de Paris comme je l'avais imaginé il y a très longtemps, mais 2024, c'est l'année où je lance ma chaîne YouTube et où je fais des vidéos YouTube régulièrement. J'ai tout mis en stand-by, here we are, un an après. Ah, question très importante, est-ce que YouTube rentabilise les voyages et tout le travail réalisé? Alors pour l'instant, non. Même si ma chaîne est monétisée depuis plusieurs mois maintenant, sachez qu'en 2024, j'ai gagné environ 1100 € brut. Ça représente environ 45 € net par mois, sans compter les impôts. Donc si je veux continuer, ça va plutôt être en collaborant avec des marques que je vais pouvoir rentabiliser tout le temps et le travail investi dans ma chaîne YouTube. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je suis très heureuse de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par Eve & Co. Eve & Co, c'est une marque de culottes menstruelles. Attendez. Avant de partir, messieurs, parce que je sais que j'ai une majorité d'hommes qui me suivent, mais premièrement, je ne m'adresse pas qu'à la majorité et aussi aux femmes qui me suivent. Et deuxièmement, messieurs, je pense que c'est très important aussi pour vous d'entendre parler de règles. Comme ça, vous serez à la pointe de ce qui se fait de mieux sur le marché et vous pourrez conseiller au mieux vos tantes, vos mères, vos filles, vos sœurs ou même vos copines quand elles seront pas au top de leur forme. Donc les culottes menstruelles, pour moi, c'est la solution idéale pour les règles si on pense à la planète, à notre santé et aussi à notre argent. Solution économique et réutilisable, moi c'est ce que j'utilise en priorité. Ça remplace tout, besoin de rien d'autre, pas de fuite, pas d'odeur pendant 12 heures. Franchement, ça m'a changé la vie. Une fois qu'on a essayé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Alors pourquoi Eve & Co? Déjà parce que leurs culottes sont pas juste pratiques et efficaces, mais aussi belles. Sérieux, mais regardez-moi cette coupe et cette dentelle. Vous avez déjà vu ça sur des culottes menstruelles, vous? J'adore. En plus, c'est une marque française. Ça évite de faire traverser la planète à nos culottes et ils utilisent du coton biologique. Franchement, dès que j'ai reçu les culottes, j'ai direct vu la différence au niveau de la qualité. Surtout, elles sont invisibles sous les vêtements, donc fini les traces de culottes sous les leggings. Et ça, c'est plutôt cool. En ce moment, c'est les soldes chez Eve & Co. Il y a moins 50% sur tout le site. Et en plus, avec le code MARINO, vous avez 10 € offerts sur chaque commande. Alors merci à Eve & Co. de soutenir mes aventures et d'être le tout premier partenaire de cette chaîne. J'ai été ravie de faire un petit point règle avec vous, mais si on reprenait cette FAQ maintenant? Quel a été le moment le plus marquant pour toi cette année? Et d'ailleurs, quelle est ta plus grande satisfaction depuis un an? J'ai pas du tout réfléchi à cette question. Ça a été le tournage de l'église d'Escape. Ok, j'ai eu hyper peur et j'ai fait une petite insomnie la veille, mais franchement c'était un tournage trop cool avec Mathieu et Flo, on s'est trop bien entendu, on a trop rigolé et je me sentais vraiment à ma place. J'aurais voulu être nulle part ailleurs en fait. Ce qui m'a marqué cette année, c'est de enfin vivre ce que je voulais vivre depuis hyper longtemps, c'est-à-dire vivre dans mon van la plupart du temps et filmer mes aventures pour en faire des vidéos sur YouTube. Question de Mathieu sur Instagram. Est-ce que tu es satisfaite de ton année sur YouTube? Je dirais que je n'aurais pas pu espérer mieux. Donc c'est un grand oui. Je suis trop contente de vous avoir aussi nombreux maintenant. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire une FAQ un an après parce que j'adore cette interaction et cet échange avec les gens, avec vous. Et du coup là j'ai vraiment l'impression qu'on parle en direct, même si c'est indirect. Est-ce que tu as prévu une autre vidéo avec McFly et Carlito cette année? Non, j'ai pas prévu ça, mais c'est une belle occasion de les remercier parce que si j'en suis là après un an, c'est quand même en grande partie grâce à eux. Grâce à mon travail aussi, évidemment, à vous, une grande partie de leur communauté qui est venue me voir, qui a regardé mon travail et surtout, qui est restée. Et ça c'est vous. Donc, merci à vous.
Deuxième sujet sur lequel vous avez été nombreux à me poser plein de questions, Escape. Comment as-tu abordé la réalisation du projet Escape? Est-ce que tu avais une idée précise de tous les plans que tu voulais pour chaque spot avant de t'y rendre? Ou est-ce que tu trouvais ton inspiration une fois sur place? Je dirais que la préparation d'Escape, c'était à la fois beaucoup de travail, de repérage en amont, mais aussi beaucoup d'adaptation sur place. En fait, tous les spots, on les a trouvés à l'avance, beaucoup sur internet, sur Google Maps. Il faut savoir que Mathieu est très très fort pour ça, c'est un peu sa spécialité et il peut passer des heures et des heures sur Google Maps. Genre, il y a des gens qui passent des heures sur TikTok, bah lui c'est sur Google Maps. Et ensuite, une fois qu'on avait repéré ces spots à l'avance, bah on a essayé de se renseigner au maximum pour avoir le plus d'infos possible. Et ensuite, on allait sur place pour le tournage. On comptait un peu large pour avoir du repérage sur place, mais dans une démarche où on voyage pas pour rien, pas rapidement, où on prend du temps pour y aller en van, on prend pas l'avion, etc. On acceptait en fait d'y aller et de se dire bah s'il faut, c'est pas praticable. Ça rajoutait un enjeu assez important et un stress assez important. Ensuite, une fois arrivé sur place, bah fallait qu'on étudie le spot, voir comment c'était adaptable et même si on avait des idées avant de plans qu'on voulait shoot, en fait, franchement, une fois sur place, premièrement, on a des nouvelles idées et deuxièmement, la plupart du temps, les trucs qu'on avait imaginés, bah ça marche pas. C'était plutôt de l'improvisation, mais de l'improvisation maturée. Sur quel logiciel tu as monté Escape? J'ai l'impression que le matériel que tu as utilisé tourne aussi dans d'autres chaînes comme au hasard le Wheezy Gang. Est-ce que vous les mettez à disposition comme une sorte de collectif ou as-tu ton propre matériel? On a tout monté sur Premiere, ça c'est assez facile à répondre. Ensuite, pour le matériel, c'est vrai que sur le tournage de l'épave, il y avait une partie du Wheezy Gang, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y avait Mathieu avec moi pour le tournage, c'était mon matériel. Et autant quand on est tous ensemble, ça peut arriver qu'on se prête des trucs, mais globalement, niveau matériel, chacun a le sien. Mais par contre, on se passe très facilement les rushs. Si tout le monde a utilisé les images de tout le monde, bah, personne fait la même vidéo. Que ce soit Scrap the Sky, que ce soit Alex Benz ou les Wheezy. Franchement, nos vidéos du Gainer Tour, elles sont hyper différentes et pourtant, on a utilisé des rushs de tout le monde. Enfin, moi, j'ai utilisé des rushs de tout le monde. Est-ce que tu pourrais décrire plus en détail les étapes en mode un peu planning sur 2024 pour réaliser la vidéo Escape? Escape, c'était assez compliqué à tourner parce que Mathieu faisait ça à côté du Wheezy Gang et donc je dirais que la difficulté principale c'était d'arriver à jongler avec les tournages Wheezy et les contraintes qu'on avait pour les tournages d'Escape, notamment par exemple quand on a tourné au phare en Bretagne, bah, y a un jour dans l'année où on pouvait tourner, c'était quand il y avait la plus grande marée de l'année, donc il fallait que ce soit ce jour-là, quoi. En fait, on a organisé les tournages un peu en fonction des contraintes de chaque lieu. Par exemple, Paris, bah, je savais qu'avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, ça allait être très compliqué et que le meilleur timing, enfin le moins pire, je sais ça se dit pas, c'était autour du 15 août. Ou par exemple, l'église, il fallait qu'on attende pareil qu'il y ait un niveau d'eau, il y a des barrages en amont, donc le niveau d'eau il fluctue. Comment est-ce que tu as réussi à tourner le plan à Paris? Parce que vraiment, il me mindfuck ce plan. C'était hyper stressant, hyper interdit. Ne refaites pas ça, s'il vous plaît, c'est hyper dangereux. On a essayé de minimiser tous les risques. Je vais pas vous donner tous les détails parce que j'ai pas envie de vous donner toutes les astuces pour pouvoir sauter de ce pont. Mais sachez que c'est très interdit, c'est très dangereux et c'est très risqué. Et c'était très difficile. J'ai pas fait de backstage pour cette vidéo-là parce qu'on n'avait pas le temps. Pour le plongeon dans la Seine, j'imagine qu'il n'y a pas eu trop de répétitions pour ne pas avoir de soucis avec la police. J'ai fait un saut, donc on savait qu'il y avait qu'une seule prise. D'ailleurs, c'est le seul plan d'Escape où vous me voyez avec la caméra sur moi. Enfin, vous voyez le flotteur orange parce que je tiens la caméra dans la bouche avec l'embout bouche. Ça, c'est vraiment les accessoires indispensables du freestyler. On n'a pas eu de problème, heureusement. Mais ironie du sort, le lendemain, on est retourné avec Mathieu pour tourner les autres plans hors saut. Et là, par contre, on s'est fait arrêter par la police. J'ai fait ma petite innocente en disant « Non, mais j'allais pas sauter, bien sûr. Évidemment, ce serait stupide. » Et dans l'idéal, si je devais refaire, je prendrais contact avec la ville de Paris et la préfecture en amont pour leur demander l'autorisation et avoir un créneau où je pourrais le faire. Mais on n'a pas eu le temps pour ce tournage. Est-ce que tu es content du nombre de vues pour ta vidéo Escape? Franchement, bah oui. Avec la vidéo qui a été interdite moins de 18 au bout de 3 heures, on a eu très très peur. Au final, on a fait 264 000 vues exactement sur YouTube. Et surtout, GoPro a posté aussi Escape sur sa chaîne. Et ça, c'était vraiment la reconnaissance et la récompense et la validation ultime dans ce monde-là et pour ce type de projet. Ça, c'était vraiment, je pense, la plus grande victoire. Et d'autant plus qu'elle a fait aux dernières nouvelles, 440 000 vues sur leur chaîne. On a fait plus d'un demi-million de vues sur YouTube au cumul. Et c'est pas rien ça. Franchement, je suis trop contente. Et ça nous donne qu'une seule envie, roulement de tambour, de faire un Escape 2. Donc ça répond à pas mal de questions que j'ai reçues dans ce sens, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Évidemment qu'on a envie de faire un Escape 2. Et maintenant que Escape est complètement derrière nous, que j'ai fini les vlogs backstage, qu'il a été posté par GoPro, on peut repartir pour une nouvelle aventure.
D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des suggestions de lieux un peu incongrus, un peu inattendus. On n'a pas du tout préparé Escape 2, on est juste au stade où on se dit on veut faire un 2. Transition vers le thème suivant, la suite et les projets 2025. Vous avez été hyper nombreux à me poser des questions sur c'est quoi la suite. Heureusement que j'étais un peu reposée parce que si j'avais lu toutes vos questions avant les vacances, ça m'aurait angoissée je pense. Mais aujourd'hui, janvier 2025, j'ai pas forcément envie de plus pour 2025. J'ai juste envie de continuer ce que j'ai fait en 2024, c'est-à-dire voyager dans mon van, faire des vidéos, les partager sur YouTube et tourner un petit Escape 2. J'ai eu une autre question de Brain the Geek qui m'a amusée parce qu'il me disait « Comment vas-tu te réinventer car avec le Wheezy Gang, j'ai l'impression que vous avez fait un peu le tour. » Dur un peu ça. Personnellement, j'ai pas l'impression d'avoir fait le tour et j'ai l'impression que ça fait que commencer. Donc je suis désolée si c'est ce que tu ressens. Pour moi, c'est que le début. Comme j'ai dit que je répondais à toutes vos questions sans exception, il y a cette question qui est beaucoup revenue. Es-tu en couple? Oui, je suis en couple. Je pense que les prochaines vidéos vont vous donner pas mal d'indications et d'indices sur avec qui je partage ma vie en ce moment. Notamment parce que cet hiver, si je suis restée en France, c'est aussi pour aménager un van plus grand pour pouvoir vivre à deux dedans. Oui, parce qu'on commence un petit peu à être à l'étroit dans mon petit Joy, que je ne vous ai toujours pas présenté d'ailleurs. Je commence à avoir un petit peu froid et ça me donne envie de vous parler de la thématique argent, vous allez comprendre pourquoi. J'imagine que tu n'es pas dépensière ni matérialiste, mais il faut quand même manger et mettre du carburant dans le van. Tout à fait, nous sommes bien d'accord. Première chose, quand j'étais plongeuse de haut niveau, c'était mon métier et je gagnais ma vie. Et j'avais absolument zéro temps pour m'amuser et avoir des loisirs. Donc en fait, tout l'argent que je gagnais, je le mettais de côté. Attention, hein, on ne parle pas de centaines de milliers d'euros, ça restait du plongeon. Mais disons que quand cette année, j'ai voulu me lancer en me disant « cette année, je ne gagnerai pas d'argent, je vis avec le minimum », bah, j'ai pu le faire parce que j'avais de l'argent de côté qui me rassurait. Quand je vis en van, en fait, je vis vraiment avec très peu. Il faut toujours payer la nourriture et l'essence, mais en fait, comme je voyage lentement, j'ai pas des dépenses d'essence qui sont faramineuses et qui sont même inférieures à quand je vivais à Toulon et que j'allais travailler. Vivre en van me permet d'économiser de l'argent, en fait. Et puis toute mon énergie, elle vient du soleil, j'ai des panneaux solaires. L'eau, c'est pareil. Quand tu es en van, tu utilises, je pense, 10 fois moins d'eau que quand tu es dans un appartement. Pour le chauffage, on suit la météo et le soleil, sauf que là, je me l'écaille un petit peu. Alors, comment gagnes-tu ta vie et est-ce que tu avais de l'argent de côté, j'imagine, et investi dans ce projet? Donc, mes vidéos sur YouTube maintenant sont monétisées. Ce qui fait gagner de l'argent, c'est les partenariats avec les marques. Je suis sponsorisée par GoPro maintenant. Et puis, je vous ai introduit mon premier partenariat. Donc, j'espère que Eve & Co sera contente de la visibilité que je lui offre sur ma chaîne et que vous aurez appris quelque chose sur les culottes menstruelles. Quand est-ce que tu t'installeras dans un appartement ou une maison? Je trouve que cette question a sa place dans la catégorie argent parce qu'il y a 2 ans, avec ma mère, on a acheté un appartement ensemble. Elle plus que moi en termes de proportion dans l'appartement, mais on s'est mis d'accord sur un fonctionnement qui nous correspond à toutes les deux. Je peux me servir de cet appartement comme mon point de chute entre mes voyages et entre-temps, j'ai fait des travaux pour pouvoir l'aménager et le louer. Donc cet appartement me sert de point de chute mais est aussi disponible sur Airbnb et chaque réservation, chaque séjour participe à premièrement rembourser le crédit et deuxièmement à me permettre d'avoir un toit et un point de chute quand je rentre. Si ça vous intéresse, que vous avez envie de partir en vacances au bord de la mer, vous faire un petit kiff en plein hiver quand il fait un temps dégueulasse partout, sauf dans le sud au bord de la mer, n'hésitez pas à aller dans cet appartement. Je vous mets le lien dans la description. Vous faites un kiff et en même temps, vous soutenez mon projet. Meilleur combo. Est-ce que la vie en van te plaît toujours? Eh bien, c'est un grand oui. Plus je passe de temps dans ce van, plus j'ai envie d'y passer du temps. Franchement, j'ai qu'une hâte, là, c'est de repartir en van. Ça fait depuis mi-octobre que je suis plus dans le van et ça me manque, mais trop. Et c'est vrai que je vous en parle pas trop de la van life sur YouTube ou sur Instagram, mais sachez qu'il y en aura beaucoup plus en 2025. Et puis, j'ai hâte de repartir. Et en attendant, retour au chaud dans mon bel appartement et surtout dans ce beau canapé XXL converti en lit. Je vous préviens, c'est un gros piège parce qu'une fois dedans, on ne peut plus en ressortir. Vous êtes ici avec moi et on va attaquer le prochain thème bien fourni en question, le cliff jumping. Depuis que tu as arrêté le plongeon olympique et que tu fais du cliff, est-ce que tu t'es déjà blessé et est-ce que le cliff est physiquement plus exigeant que le plongeon?
Comme je vous l'ai rappelé dans le début de cette vidéo, j'ai commencé par faire du plongeon de haut niveau. J'ai été en équipe de France pendant plus de 10 ans. Donc sachez que 10 ans de très haut niveau, ça laisse des traces sur un corps et dans une tête. Je n'ai jamais subi de grosses opérations. Mais par contre, j'ai hérité de plein de blessures d'usure, notamment au niveau cervical, du dos, des poignets, des chevilles et des épaules. C'est déjà beaucoup. Donc est-ce que le cliff est physiquement plus exigeant que le plongeon? Je dirais que c'est différent et surtout pour moi, c'est beaucoup moins exigeant parce que j'ai pas le même type de pratique, j'ai pas les mêmes objectifs. En plongeon, je répétais des dizaines, voire des centaines les mêmes sauts chaque jour. Je répétais des dizaines d'impacts à 10 mètres par la tête, alors qu'aujourd'hui, quand je pratique le cliff, quand je fais un 25 mètres par exemple, je vais le faire une fois, 2 fois et c'est tout. Et si j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Si j'ai pas envie de sauter pendant une semaine, je saute pas pendant une semaine. Mais par contre, il faut pas sous-estimer la violence des impacts en cliff jumping. Par rapport à la sécurité, comment calcules-tu ta sécurité? Comment tu es sûr d'avoir assez de fond et de profondeur par rapport à la hauteur de tes sauts? La seule et unique manière de s'assurer qu'il y a du fond, c'est de mettre un masque et d'aller voir par soi-même. Ne lésinez pas sur l'importance de la profondeur, c'est hyper important et c'est sur la négligence de cet aspect-là que la plupart des accidents arrivent. Peux-tu nous expliquer ta carrière plus précisément? Je pourrais, ça nous prendrait beaucoup de temps parce que ma carrière sportive, ça regroupe à peu près 15 ans de ma vie. Donc ça va être très compliqué de vous expliquer ça dans une question au sein d'une vidéo. D'autant plus que j'ai écrit un livre à ce sujet dans lequel je raconte tout le récit de ma carrière sportive. Vous avez été nombreux à me suggérer d'écrire un livre après la vidéo du rando bivouac où je parle de santé mentale. Eh bien sachez que c'est fait. J'ai écrit un livre qui s'appelle Se dépasser avec Laura Marino aux éditions Le Duc, qui est sorti il y a 2 ans maintenant et qui est dispo dans toutes les librairies. Alors il est peut-être plus en rayon parce que ça fait 2 ans, mais en tout cas sur commande ou sur internet, vous le trouverez. Je vous mets le lien en description. Ça me rendra très riche. Pas du tout. Je gagne à peu près 80 centimes par livre et écrire ce livre pour moi ça a été une manière de tourner la page. Super jeu de mots, merci Laura. Ce livre est construit en 2 parties. Première partie, le récit de ma carrière sportive et deuxième partie qui est un petit peu plus imagée, qui est tournée autour du voyage, qui définit les contours de l'univers que je me suis construit pour rebondir, aller de l'avant, me reconstruire. N'hésitez pas surtout à me faire un retour si vous lisez mon livre. J'adore lire vos retours et ça rend tout le travail que j'ai fait autour de ce livre et de ma reconstruction tellement plus utile. Question suivante, est-ce que le haut niveau te manque? Le très haut niveau tel que je l'ai pratiqué, c'est très exigeant. J'ai donné suffisamment de temps et d'énergie. Je suis très reconnaissante d'avoir eu la chance de vivre ça dans ma vie. Ça comporte tout son lot de sacrifices, de difficultés, mais aussi tout son lot de privilèges et de choses uniques que j'ai pu vivre. Et depuis 4 ans, ce que je m'applique à recréer, en fait, c'est un peu mon haut niveau de rêve, c'est-à-dire sans compétition, sans structure, sans devoir de compte à personne et en pratiquant le sport tel que je l'aime, plus proche de la nature, en voyageant, à mon rythme et plutôt en racontant mes propres histoires et en créant des vidéos qui peuvent peut-être inspirer les gens plus que par la performance. Donc non, le haut niveau ne me manque pas. Depuis combien de temps fais-tu du cliff? J'ai arrêté le haut niveau en 2019 et j'ai commencé le cliff lorsque j'ai découvert l'existence de ce sport à La Réunion quand j'y suis allée pour la première fois en 2021. Ça a été une révélation pour moi. Je pensais que tout était à créer alors qu'en fait ça existait déjà. Il suffisait juste de pousser la porte et de découvrir ce monde. Quel est ton plus haut saut et est-ce que tu irais plus haut? Le saut le plus haut que j'ai réalisé jusqu'à maintenant, c'était à Ibiza, à 25 mètres. C'était incroyable. C'était vraiment un saut unique, mais l'impact était d'autant plus violent. Je dirais que cette quête d'aller toujours plus haut, de faire toujours mieux, je pense que c'est derrière moi. Je dis pas que je ne ferai jamais plus haut que 25 mètres. Disons que c'est pas ce qui me motive le plus. Existe-t-il des pros pour s'initier au cliff sans passer par la case, club ou piscine? Alors pas à ma connaissance, je sais qu'il existe des sections adultes ou loisirs dans les piscines, mais si je devais vous donner un conseil pour commencer le cliff, je dirais que de pratiquer avec des gens qui connaissent, en milieu naturel, en y allant hyper progressivement et en s'entraînant en trampoline et en piscine un petit peu éventuellement. C'est quoi les marques de maillots de bain que tu portes? Ah, c'est une question qui me fait très plaisir parce que ça me permet de mettre en avant See You and I, la marque de Cassandre, mon amie qui crée des maillots entre hier et Marseille à partir de filets de pêche recyclés. Quelle émotion t'anime le plus quand tu cliffes? Ça va être la peur avant de sauter et le bonheur une fois que c'est fini. Pour moi, le cliff, c'est vraiment l'association et le flirt presque entre la peur et le bonheur. Et c'est ce que j'adore. Si tout était à refaire, changerais-tu quelque chose à ton parcours de vie? Et quel est ton plus grand regret dans la vie? Alors tout de suite, je pense à l'Australie. Quand je suis allée m'entraîner là-bas pendant plusieurs mois en 2014. Je pense que c'est la chose que j'aurais aimé faire différent dans ma carrière. Tout ceci est raconté dans mon livre. C'était un moment sportivement où c'était très compliqué pour moi en France. Je m'entendais pas du tout avec mon entraîneur.
ça marchait pas. Et j'ai eu cette opportunité de partir en Australie pendant plusieurs mois. Ça a été une révélation. Ça a été un coup de foudre humain avec l'entraîneur que j'ai rencontré là-bas. Les Australiens m'ont proposé de rester et j'ai pas su dire oui à ce moment-là parce que je pense qu'une partie de moi se sentait pas capable de vivre à l'autre bout du monde toute seule et une autre partie de moi ne voulait pas abandonner ma famille ou mon copain de l'époque avec qui j'ai fini par rester 10 ans, qui traversait à ce moment-là un moment familial très compliqué. Je me sentais pas capable de les abandonner. Je pense que j'aurais pas pu vivre avec ça. Donc j'ai choisi de rentrer. J'y ai pensé chaque semaine ou chaque mois et je pense que ma vie aurait été très différente aujourd'hui si j'avais décidé de rester. Mais je peux pas dire que c'est un regret aujourd'hui parce que à ce moment-là dans ma vie, je sais pourquoi j'ai pris cette décision-là. En grande partie pour les gens qui comptaient et que j'aimais beaucoup. Je pense j'avais besoin dans ma vie aussi. Peut-être que tout simplement j'étais pas prête à ce moment-là. Donc c'est pas un regret, mais si c'était à refaire, je pense qu'aujourd'hui je ferais différemment. J'admire ta reconversion. Si tu devais décrire en un mot cette épreuve, qu'est-ce que ce serait? Ce serait résilience, tout simplement. Aujourd'hui, enfin, je pense que je peux dire que toutes ces épreuves m'ont fait grandir. À chaque fois qu'on traverse des épreuves, à chaque fois qu'on s'en sort, en fait, ça nous renforce et on n'en est que grandi. C'était intense. Dans un sport assez masculin, tu sembles avoir la place de sœur auprès des garçons, lors du Gainer Tour notamment. N'est-il pas trop difficile d'évoluer dans un milieu majoritairement rempli d'hommes et de garçons? Question très intéressante. La place de la femme dans le cliff jumping, si on creuse un petit peu la place de la femme dans notre société. Comme le sport outdoor encore plus, extrême encore plus, sont des milieux très masculins, sans vouloir rentrer dans des débats sociétaux. C'est pas trop le sujet de ma chaîne et en même temps, je l'incarne un petit peu parce qu'on est quand même plus dans les clichés de faire la cuisine, apprendre à coudre pendant que les hommes vont à la chasse, mais ils sont quand même pas si loin que ça. Et dès notre plus tendre enfance, les enfants sont conditionnés par des clichés de genre qui font qu'aujourd'hui, une représentation sur les réseaux, sur internet, à la télé, bien majoritairement masculine. Évidemment et heureusement, c'est un grand changement, on a fait des progrès énormes. On ne peut pas dire qu'il y a une place égalitaire pour la femme et pour les hommes dans le cliff jumping. Est-ce que j'ai vraiment une place de sœur? J'aimerais vous dire que oui, mais c'est pas le cas. Ça a perturbé l'équilibre qui était présent auparavant. Ça a créé des histoires, ça a créé des jalousies, ça a créé des tensions, mais ça a aussi créé de très belles amitiés, de très belles complicités, de très belles rencontres. Je dirais que parfois c'est difficile d'être la seule femme parce que comme dans tout autre milieu, la femme est avant tout sexualisée ou en tout cas jugée pour son physique et pour ce qu'elle peut apporter à l'homme et non pas par ses compétences humaines ou sportives. Et pour pousser la chose encore plus loin, je dirais que les hommes sont vachement élevés avec la notion de fraternité, d'entraide, alors que nous les femmes, on apprend à considérer les autres femmes comme des rivales aux yeux des hommes. Et donc il y a beaucoup moins ce côté groupe, entraide, et ça je trouve ça dommage. Et même si j'essaye de tendre la main au maximum dès que je vois des femmes ou des filles qui veulent se mettre au cliff jumping, même si j'ai pas forcément d'affinité avec elles, appliquer ce côté un peu sororité, sans exclusion des hommes, mais plus pour tirer les femmes vers le haut. Et j'avoue que c'est pas toujours facile et que y a ce côté toujours est-ce que les autres femmes vont pas devenir une menace, entretenu justement par les médias, par la société patriarcale en entier. Alors que dans le fond, je suis persuadée qu'il y a de la place pour tout le monde, hommes et femmes, sans dissociation de genre. Ouah, c'était intense. On va repartir sur une question un petit peu plus terre à terre qui sera peut-être plus facile. Comment prépares-tu un saut réellement et qu'est-ce qu'il y a derrière? Personnellement, dans ma pratique, je me repose beaucoup sur mes acquis, un peu trop parfois, ce qui fait que je ne progresse pas tant que ça. J'ai dépensé tellement d'énergie ces dernières années à développer mon activité, à pouvoir vivre de la création de contenu, que ça a été beaucoup aux dépens de mon entraînement et de mon évolution sportive. Après, je pense que le sport garde une place hyper importante dans ma vie parce que, au-delà du côté performance, d'un point de vue santé mentale, le sport est essentiel dans ma vie. Et dès que je me laisse un petit peu bouffer par mes engagements, la création, le travail, je sens que mon équilibre mental en souffre. C'est pas qu'une question de progression dans le cliff, mais plus d'équilibre, de santé physique et de santé mentale pour moi aujourd'hui. Serait-il possible d'avoir une vidéo dédiée à la sécurité et des astuces sur ta discipline, s'il te plaît? C'est prévu dans les prochains mois ou en tout cas en 2025 sur ma chaîne. C'est vraiment un sujet très important pour moi. Le cliff jumping explose.
c'est génial, c'est super pour le développement de notre sport et de notre activité, mais ça reste un sport dangereux qu'il ne faut pas pratiquer n'importe comment. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous, soyez prudents. Avant de développer dans une autre vidéo, je vais vous donner les 5 principes hyper importants à respecter tout le temps avant de sauter. Donc le premier, c'est mesurer la hauteur du saut. Deuxièmement, vérifier la profondeur. Assurez-vous d'avoir au moins 5 mètres de profondeur. Troisièmement, ne jamais sauter seul. Toujours 2 personnes dans l'eau, qu'ils aient la capacité de vous sortir de l'eau. Quatrièmement, augmenter les hauteurs progressivement, au maximum de 2 mètres en 2 mètres. Et cinquième, j'ai oublié. Ah oui, toujours s'assurer d'un point de sortie d'eau. Dernière question de cliff jumping, c'est quoi l'endroit duquel tu as sauté qui t'a fait le plus flipper? Les endroits d'escape m'ont bien fait flipper cette année. Je pense que l'épave, c'était quand même sacrément flippant, cet univers très rouillé, très tragique. La montée du clocher de l'église, c'était aussi un sacré challenge et ça m'a valu une petite insomnie. Grimper quand il y a de l'eau en dessous, c'est quelque chose, mais alors grimper quand il n'y a rien en dessous, sans assurance. Transition avec le thème suivant, la peur. Comment peux-tu être une trouillarde alors que tu fais une discipline de fou furieux? C'est vrai que je fais une discipline qui fait peur, mais ça m'empêche pas d'avoir peur et j'ai tout le temps peur. Dans les sports qui font peur, je pense que les gens en général disent pas trop qu'ils ont peur, donc j'ai toujours l'impression d'être la seule à avoir peur, mais je pense que c'est faux, c'est juste que moi je le dis beaucoup. Qu'est-ce qui te fait profondément peur et comment danses-tu avec cette peur? Quel a eu l'impact je fais mais j'ai peur dans ta vie? Ce qui fait peur dans le cliff, c'est surtout la notion d'inconnu. Chaque saut est différent et surtout une fois qu'on est en l'air, il y a très peu de moyens de modifier ce qui est en train de se passer. Parce que dans le fond, on est tous effrayés constamment, on est tous effrayés d'être adultes, de ce qui pourrait nous tomber dessus à tout moment dans la vie. Aussi difficile que ce soit à appliquer tous les jours, je pense que moi j'ai décidé que la peur était et devait rester un indicateur et pas un facteur bloquant ou limitant dans ce que j'entreprends. Et je pense que Cliff, ça me permet de me confronter à cette peur régulièrement, de manière volontaire et de l'apprivoiser à mon rythme. Et ça me donne confiance en moi et ça me rend plus forte pour affronter d'autres peurs dans la vie. Question suivante, comment trouves-tu les spots de Cliff? J'ai l'impression que les spots sortent de nulle part. Il y a une grosse phase de recherche, notamment sur Google Maps, mais c'est vrai que le moyen le plus efficace de trouver des spots, c'est plutôt le bouche à oreille, parce qu'aujourd'hui le cliff jumping, c'est quand même un sport qui est très démocratisé. Si les spots sont connus du grand public, malheureusement, ils sont très vite dégradés. En fait, nous, c'est tout ce qu'on veut éviter. On va profiter des dernières lueurs du jour et de soleil pour les dernières questions. Je vous disais, l'hiver dans le sud, c'est quand même plutôt sympa, non? La mer, le soleil. Oh. Les dernières questions, elles concernent mon rapport à la nature et à l'écologie. Comment tu concilies conscience écologique et travail, notamment au niveau du voyage et des contraintes des marques? Alors, au niveau des voyages, j'ai beaucoup pris l'avion quand je faisais des compétitions et que j'étais en équipe de France, parce que j'avais pas le choix si je voulais avoir une carrière, on va dire. Aujourd'hui, je fais le choix de me déplacer le plus lentement possible, donc soit en van, soit en train, de prendre l'avion le moins possible. Je l'ai très peu pris ces derniers temps et j'ai voulu essayer de me l'interdire complètement et que ce soit plus une option dans ma pratique et dans mon quotidien. Aujourd'hui, j'essaye de nuancer un petit peu cet avis dans le travail et l'activité que j'ai choisie. J'ai un rapport plutôt proche de la nature. On est en train de la bousiller et que ce soit les spots de cliff comme la planète en général, toutes les ressources naturelles. Donc qu'est-ce que je fais moi au quotidien pour contribuer à ça? En limitant mes transports et mes déplacements, en ralentissant mon rythme de vie, en consommant plus juste, donc soit d'occasion, soit mes marques plus éthiques, mais c'est pas un équilibre qui est facile à trouver. Sachez que je lis tous vos petits mots et commentaires et que ça me touche toujours et que ça me fait trop plaisir. Ne vous empêchez pas d'écrire de peur que je ne lise pas parce que je lis tout. Je dirais que 2024 a été la première année depuis très longtemps où j'ai ressenti du bonheur et j'espère que ça va continuer en 2025. En tout cas, j'ai tout pour, à moi d'être vigilante et de le préserver, ce petit bonheur naissant. Et puis comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai aussi beaucoup plus d'amour dans ma vie depuis quelques temps et j'ai hâte de vous en dire un petit peu plus dans les prochaines vidéos. Sur ces belles paroles, merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.